Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 10 février 2009 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le fait du jour. Le fait du jour pourrait s'appeler Les faits du jour car il se passe énormément de choses en ce moment, mais nous allons essayer au cours de cette émission d'évaluer non seulement la crise elle-même car nous l'avons fait largement déjà, mais surtout les conséquences qu'elle va avoir sur l'ensemble des pays du monde et notamment sur la France. Et pour procéder à cette analyse, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Mounik. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Claude. Nous allons, comme nous le faisons d'intervalle en intervalle, examiner tout ce qui se passe sous le regard particulièrement bienveillant de nos analyses. Je rappelle quand même à nos téléspectateurs que dès 2003, nous avions, lors d'une émission de radio que nous faisions, indiqué que le monde reposait sur une montagne de dettes qui allait se traduire par un effondrement général et par un effondrement des bourses 2003. Donc ouais. Ceci peut être retrouvé très facilement. Vous avez d'ailleurs vous-même publié un article il y a déjà quelques années sur la crise française, sur la crise qui nous atteint actuellement, et cet article qui est en ligne d'ailleurs sur claudereichmann.com continue d'avoir une fréquentation extrêmement élevée, ce qui prouve qu'il y a quand même pas mal de gens en France qui considèrent que vos avis sont importants, mon cher Jean-Christophe. C'est gentil. Et j'en fais partie. Merci Claude. En fait, ce sont des avis qui sont partagés. Disons que c'est un avis dissident, mais Maurice Allais avait, avant moi et mieux que moi, dit ce qu'il fallait penser de cet empilement de dettes et de cette création de nouveaux instruments financiers qui servaient surtout à masquer l'ampleur de cette dette. Et donc si on tape sur internet aussi Maurice Allais, grande crise, on trouvera sa série d'articles qu'il avait écrit dans le Figaro en 1997 où tout est dit et où il annonce cette crise donc 10 ans avant qu'elle ne se produise. Il y a d'autres économistes qui l'ont fait, il y a notamment tous les monétaristes autrichiens qui ont considéré que la création excessive de monnaie, c'était de la mauvaise monnaie, qu'elle créait une mauvaise économie. Et donc ce sont des écoles. Vous avez aussi à Chicago, à New York, l'économiste Nouriel Roubini, qui, pendant des années, depuis des années, parce qu'il a étudié les crises précédentes, estime que tous les éléments sont réunis pour que les États-Unis fassent faillite, comme l'ont fait avant l'Argentine et plein d'autres pays. Donc, voilà, je fais modestement, à mon petit niveau, partie d'une école de pensée dissidente, mais parce qu'elle ne doit rien à personne, et donc on peut se permettre de dire ce que nous pensons. Alors, si elle est dissidente, ce n'est pas par hasard, et j'invoquerai un nom qui n'est pas à invoquer aujourd'hui, parce que il est bien évident que ce qui s'est passé ne lui donne pas raison à tous égards. C'est celui d'Alan Greenspan, qui, bien entendu, est un des grands responsables, avec les politiques, de la distribution d'argent bon marché, en quelque sorte. On a irrigué littéralement l'économie de sommes extrêmement importantes, mais il s'était quand même posé la question, car en dépit de ce qu'il faisait, il n'était pas du tout inconscient des risques qui étaient pris, et il se posait la question de savoir pourquoi on n'interrompait pas, quand on le savait, comme c'était notre cas, on n'interrompait pas quand on était à la tête d'un État, ou qu'on était chargé en quelque sorte de sonner le tocsin, on n'interrompt pas cette fameuse, cette fatale pente, eh bien pour une raison très simple, c'est qu'on se rend désagréable à tout le monde en le faisant. Quand tout marche bien, les gens disent ben, ça va continuer. Et c'est le fond de l'affaire, c'est d'ailleurs à la base également du processus de bulles boursières, toutes les bulles, qu'elles soient boursières ou autres. Donc en réalité, quand tout va bien, personne ne veut que ça change. Et c'est quand tout va mal que le changement se fait par force. Et en général dans des conditions assez dramatiques. Alors, venons-en aux conséquences de cette crise. Nous reviendrons peut-être plus tard sur la crise elle-même, parce qu'elle va se développer encore, il ne faut pas se faire à la moindre illusion. Sauf qu'au début, on est qu'au début. C'est un phénomène qui durera probablement une dizaine d'années, sinon plus. Enfin, voilà, en tout cas, ces conséquences vont se faire sentir dans tous les domaines. Et j'aimerais que nous nous centrions sur les conséquences françaises, parce qu'après tout, ce qui va se passer dans les autres pays nous intéresse évidemment et nous en dépendons, mais la France est un pays assez particulier dans la mesure où il a poussé à l'excès un certain nombre de caractéristiques de ce système, et en particulier, il a poussé son État-providence au-delà des limites auxquelles tous les autres États se sont bornés. Or, nous vivons en ce moment avec la crise en Guadeloupe, et qui commence aussi en Martinique, un événement qui est assez emblématique, pourrait-on dire, et presque une expérience in vivo de ce qui pourrait se passer. Car enfin, à quoi assistons-nous dans ce département d'outre-mer?
à un mouvement organisé par un collectif d'associations de gauche pour l'essentiel, qui se fonde sur une demande d'augmentation du niveau de vie, d'augmentation des salaires en fait, toute une autre série d'événements connexes ou de revendications connexes, et puis on arrive au nerf de cette affaire, au point majeur, à savoir qui va payer l'augmentation de 200 € qui est actuellement revendiquée par les membres de ce collectif. Alors la question est posée, elle est si bien posée d'ailleurs que M. Gégaud a pris la fuite rapidement parce qu'on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Et la France se trouve maintenant, la France dont la Guadeloupe fait partie, c'est un département français, face à une situation vraiment cornélienne. Si l'on accorde 200 € qui ne seront pas payés par les entreprises parce qu'elles ne peuvent pas payer aux revendications de la Guadeloupe, on le fera payer par l'État. Donc dans ce cas-là, immédiatement, vous allez avoir une floraison de revendications du même type, non seulement dans les départements d'outre-mer, mais en métropole également. Et sinon, eh bien, nous entrons dans une crise dont on ne peut pas encore mesurer toutes les conséquences dans nos départements d'outre-mer. Alors comment voyez-vous cette situation, Jean-Christophe? Oui, alors vous avez raison, tout d'abord, très raison de rappeler cette phrase d'Alan Greenspan, car effectivement, les oiseaux de mauvais augure, même s'ils disent ce qui va se produire, on est dans un phénomène d'euphorie collective, et donc la raison ne peut plus pénétrer le cerveau de l'ensemble des participants à un phénomène d'expansion économique. Vous avez aussi raison de mettre l'accent sur la France, même si on a toujours eu l'habitude de replacer ça dans un contexte global, mondial. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a dans un premier temps eu l'effondrement du système bancaire international, et puis qui a créé donc une crise, une récession. Et là, l'étape suivante, c'est celle de la faillite des différents États. Ce sont des hypothèses qui aujourd'hui, nous étions les seuls à envisager ces hypothèses, il y a de cela d'ailleurs juste 2-3 ans, alors qu'aujourd'hui tous les économistes envisagent cette hypothèse. C'est extraordinaire. Le Fonds monétaire international fait des études, a confié à 2 économistes américains une étude montrant sur les crises des 800 dernières années, montrant qu'en fait la faillite des États était quelque chose qui se produisait était un phénomène universel et qui se produisait de manière récurrente. Un pays comme l'Espagne, par exemple, a fait faillite 7 fois au cours du 19e siècle. La France a fait faillite 8 fois entre 1500 et 1800. Donc c'est quelque chose qui va se reproduire. Et donc la faillite des États, derrière, va provoquer, on va passer de la récession à la dépression. Là, ça va être un effondrement économique majeur. Et donc ça pose un problème très particulier en France, particulièrement grave, parce que la France repose sur son État-providence. Alors aujourd'hui, tout le monde nous dit c'est merveilleux, on s'en sort mieux que les Américains, notre filet de protection sociale nous protège de la crise, regardez tous ces libéraux qui nous ont, dont les modèles font faillite. Mais d'abord, les modèles qui font faillite ne sont pas des modèles libéraux. Les États-Unis sont couverts de dettes et ont des systèmes sociaux très, très importants. D'ailleurs, la faillite des subprimes, c'est une histoire, ce sont des lois sociales. La faillite de l'excès de création monétaire sont des lois, c'est un phénomène étatique. Donc ces pays sont tous peu ou prou socialistes, quoi qu'on dise, et dirigés par des démagogues qui n'ont pas voulu aller à l'encontre d'un sentiment populaire euphorique. Et donc cet effondrement planétaire, cet effondrement des États, va avoir une résonance particulière en France parce que nous reposons énormément sur l'État. Et vous montrez avec raison que l'affaire qui se produit en Guadeloupe et en Martinique est annonciatrice de quelque chose, du désarroi des politiques et d'un phénomène très, très étonnant, parce que ce sont justement, la Guadeloupe vit de subventions. Elle vit chaque année, les dom-toms reçoivent plus de 10 milliards d'euros de subventions de la métropole. On ne produit pas grand-chose en Guadeloupe, de la canne à sucre, il y a du tourisme, mais ils ne sont pas très accueillants, et donc ils n'ont pas développé autant que faire se peut.
Donc voilà des gens qui vivent de la mère patrie et des subsides qu'on leur adresse. Et effectivement, ils en ont toujours vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de mieux en mieux. Et d'un seul coup, vous avez l'État français qui, lui, fait faillite, est en état de quasi-banqueroute. C'est une question de quelques mois. Et ils sont restés dans leur logique. On descend dans la rue et on demande de l'argent. On ne sait pas d'où cet argent vient. Alors pour eux, l'argent, c'est la mère patrie, l'État. Hop, on imprime de la monnaie. Et puis on leur distribue et ça augmente leur pouvoir d'achat. Et en France, ce sont les mêmes qui vivent de l'État, c'est-à-dire en gros les fonctionnaires, qui descendent dans la rue. Alors ce sont les gens de la SNCF qui sont le plus souvent en grève, et la SNCF coûte 12 milliards d'euros par an aux contribuables. Quand les dom-toms coûtent 10 milliards, 10 plus 12, ça fait 22. Vous voyez, sur 40 ans, nous avons 1000 milliards de dettes qui sont dues uniquement aux dom-toms et à la SNCF. Mais comme on ne l'a jamais expliqué aux gens et qu'on pouvait payer cette dette, alors ces gens sont dans leur logique. Nous descendons dans la rue, nous obtenons des augmentations de salaire, ce qu'ils ont toujours réussi à obtenir, des avantages sociaux en nature. Et puis tout repart. Alors en fait, ça se fait au détriment de la classe des travailleurs, et c'est pas pour rien que les prélèvements obligatoires sont les plus lourds en France sur le travail, 72%. Donc chaque travailleur, en gros, il y a la règle des 4 quarts, il garde un quart pour lui, on en distribue un quart aux retraités, un quart aux assistés en tout genre, aux dom-toms, aux gens qui sont logés dans les logements sociaux, et puis un quart aux fonctionnaires. Et donc les salariés ne comprennent plus pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se loger. Mais c'est bien simple, c'est parce qu'on leur prend tout leur argent pour le redistribuer. Et donc là, aujourd'hui, se pose ce problème grave dont les politiques ne peuvent plus se sortir, puisqu'ils ont toujours eu cette logique de donner, sans jamais dire, écoutez, là, on a des déficits, on ne peut plus. Et la France est en déficit depuis 1973, le dernier budget à l'équilibre. Donc ça fait 35 ans que la France est en déficit et qu'il aurait dû y avoir des hommes d'État, des politiques qui disent nous ne pouvons plus dépenser plus que ce que nous avons. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un État qui est déjà en quasi-faillite, alors que nous entrons dans une crise terrible. Ce que nous avons toujours dit, d'ailleurs, pendant toutes ces années, pendant les émissions que nous avons fait ensemble. Et donc pour le politique, effectivement, s'il distribue 200 € de plus pour tous les salariés, ou voire tous les RMistes et les autres. Pourquoi est-ce que les gens des dom-toms qui ne produisent pas grand-chose auraient une augmentation de salaire, alors qu'un ouvrier français qui va tous les matins travailler à l'usine dans des conditions très difficiles, lui n'aurait pas d'augmentation de salaire? Il est bien évident que ça va créer un précédent, et que c'est l'ensemble du système qui va se déliter. Ça va donner d'abord des idées, et on prévoit à nouveau une manifestation de fonctionnaires le 19 mars. Et puis ensuite, il y a tous les autres qui en fait font vivre à la fois les fonctionnaires, les dom-toms, etc., qui eux vont se retrouver au chômage. Et il y a de moins en moins de gens qui peuvent entretenir tous ces gens, et ils sont restés dans cette logique, et personne ne leur explique. C'est ça qui est incroyable, en fait. Alors peut-être que la situation que vous venez de décrire avec beaucoup de talent va permettre à une certaine pédagogie de se faire jour. Car enfin, face à cette situation, le gouvernement se trouve devant un choix cornélien, où il accepte non pas d'accorder 200 €, parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui va les accorder, notamment c'est les entreprises. Mais les entreprises, elles se sont retournées vers le gouvernement, elles lui ont dit, nous voulons bien payer 200 € à condition que ce soit vous qui fassiez l'effort, c'est-à-dire que vous diminuiez nos charges d'autant. Bon, naturellement, ça aura le même effet de contagion que toute autre forme d'augmentation de salaire, et pour le gouvernement français, s'il accepte ce troc, il est condamné effectivement à voir ce genre de revendications fleurir, et s'il ne l'accepte pas, alors il va avoir une épreuve de vérité redoutable. Mais ce qui est intéressant dans cette situation, au-delà du caractère, pour l'instant, relativement festif, d'après ce que disent les journaux qui règnent, car c'est le carnaval aussi en ce moment, et donc le carnaval fait partie également d'une forme de liesse populaire, sur fond de graves problèmes, il ne faut pas se le dissimuler. Mais ou bien nous allons avoir une situation qui va dégénérer, ce qui est tout à fait possible,
Ou bien alors, il va se produire des choses totalement imprévisibles. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec l'affaire de Guadeloupe, le gouvernement en a fini avec le temps des mensonges. Là maintenant, c'est l'épreuve de vérité. Et quand l'épreuve de vérité va toucher l'os, si l'on peut dire, qui est pour l'essentiel le traitement des fonctionnaires et l'État-providence, tout ce qu'il distribue, et naturellement tout ce que touchent les retraités qui ont effectivement cotisé, on va se trouver face à une situation qui sera exactement celle que nous décrivions depuis très longtemps, à savoir qu'une grande crise ne se produit que quand il y a à la fois un grave problème, et là nous avons un État-providence que nous ne pouvons pas supporter, un régime faible, le régime actuel on le voit bien est faible, il passe son temps à fuir, et puis troisièmement des lobbies puissants, tous ceux qui réclament la poursuite du système. Si vous ajoutez à cela effectivement la faillite généralisée, on a une prévision vraiment apocalyptique. Et est-ce que vous pensez, à la lumière de tout cela, que l'État peut s'en tirer, par exemple, par de nouveaux emprunts, de nouvelles adjonctions d'argent non gagné? Voilà, alors ça c'est une question qu'il faut aller voir et que je conseille aux téléspectateurs de Reichmann TV d'aller voir sur les sites internet conservateurs américains. Vous pourrez retrouver des débats très intéressants dans le Financial Times, dans le Wall Street Journal, il y a des éditions en ligne, et puis des sites conservateurs, il y en a d'autres. Et on voit qu'en fait, ces phénomènes sont très prévisibles et que l'ensemble de la planète en parle ouvertement. Je peux faire référence par exemple à un article de Der Spiegel qui disait très bien, Angela Merkel a dit, tout le monde s'imagine que les États ne peuvent pas faire faillite, c'est un leurre, bien sûr qu'ils peuvent faire faillite. Actuellement, vous avez l'Islande qui a fait faillite, vous avez la Grèce qui est à la limite de la faillite. Et derrière, vous avez l'Irlande, vous avez même la Grande-Bretagne qui est en situation de faillite. L'Espagne qui est en situation de faillite. La plupart des pays de la planète, même les États-Unis, sont en quasi situation de faillite. La plupart des grands pays de la planète sont en situation de faillite parce qu'ils ont tous des systèmes socialistes, tous des systèmes d'État-providence et qu'ils n'ont pas constitué de réserve pour les retournements de conjoncture. Et donc, aujourd'hui, partout, on trouve des explications. Même le Fonds monétaire international commande des études sur les faillites à travers les siècles précédents. Mais en France, les gens n'ont pas compris cela. Ils pensent, oh, l'État fait faillite, c'est pas grave, on efface les dettes, et puis on recommence à zéro. Et quand l'État fait faillite, on a ruiné tous les épargnants. Qui reprête? Donc, c'est pour ça, vous posez très bien la question. C'est pour l'État français, il pourrait donner 200 €, ne pas faire payer les charges sociales pour les entreprises dans les dom-toms. À ce moment-là, il n'y aurait pas de raison de les faire payer aussi. Il faudrait la même exonération pour toutes les entreprises en métropole. Ça coûterait une fortune. Il peut le faire. Ensuite, il va falloir qu'il aille sur les marchés pour chercher l'argent. Et qui va prêter? Les gens dont le patrimoine a baissé parce que leur portefeuille d'actions, la valorisation de leur portefeuille d'actions a été divisée déjà par 2,5 par rapport au plus haut. Les gens qui voient la valeur de leur maison baisser chaque jour, de leur appartement, que ce soit aux États-Unis, en Espagne, à Londres et demain à Paris. Qui va oser prêter à des États qui ont déjà été impécunieux dans les périodes de prospérité et qui le sont encore plus, qui sont complètement inconséquents. Donc en fait, là, il va y avoir la grande épreuve de vérité. La grande épreuve de vérité. Même l'Allemagne, qui est le pays le plus sage de l'Union européenne, le plus puissant, il va y avoir la masse d'exportation de l'Allemagne, qui a des comptes équilibrés jusqu'à présent. Bon, là, ils vont rentrer en déficit, même parce qu'on rentre en crise, mais ils ont réussi à équilibrer leurs comptes. Ils ont d'ailleurs provoqué une baisse du niveau de vie de leur population au cours des 6 ou 7 années précédentes. Et donc, même l'Allemagne, lorsqu'elle a eu récemment des incidents lorsqu'elle est venue pour un emprunt, parce que vous savez que les États ne remboursent jamais leurs emprunts, ils réempruntent la masse de leurs emprunts, et en plus ils réempruntent le nouveau trou sur l'année. Donc en France on prévoit 100 milliards € de déficit sur l'année 2009, je leur souhaite bon courage pour les trouver sur les marchés.
qui va prêter à l'État français, alors qu'on voit bien qu'il y a une espèce de spirale folle qu'ils ne peuvent plus arrêter et que ces États vont faire faillite. La personne qui prête à l'État français prend un risque qui sera de plus en plus grand. Alors, on ne veut pas prévenir les gens, mais pour les États, il va y avoir une épreuve de vérité parce que même l'Allemagne, récemment, n'a pas pu placer son emprunt. C'était pourtant une somme assez... 5 milliards d'euros rapportés à l'Allemagne. 6 milliards, si je me souviens bien, et ils n'ont pu trouver que 4 milliards. Exactement, sur les 6 milliards. Or, le pays le plus puissant d'Europe, avec un outil industriel extraordinaire, un outil éducatif, une population très éduquée, des comptes équilibrés, un gouvernement sérieux qui ne dépense pas. Même l'Allemagne n'a pas réussi à placer ses emprunts. C'est-à-dire que pour la France, qui est un État impécunieux et dont tout le monde sait que c'est une fuite en avant, je leur souhaite bon courage. Et donc normalement, il devrait y avoir des incidents de paiement pour de nombreux États dans les mois qui viennent. On peut ajouter à cela que les agences de notation qui sont sur la sellette actuellement ont quand même révélé, à l'occasion d'une interview que deux de leurs membres importants ont donné récemment, que finalement, la zone euro leur paraît, ils le disent officiellement, leur paraît relativement préservée, mais dans le cadre de la même interview, ils expliquent, sans souci de la contradiction, que finalement l'Angleterre a quand même un grand avantage, c'est qu'elle ne fait pas partie de la zone euro, qu'elle peut dévaluer sa monnaie. Or, nous savons très bien qu'il n'y a que deux variables d'ajustement dans ce genre de crise. Soit on dévalue la monnaie, et dans ce cas-là on repart sur une nouvelle base, soit c'est au niveau du chômage, au niveau de l'effondrement des entreprises que se situe la correction. Bon, nous, en France, nous faisons partie de la zone euro, nous n'avons pris aucune mesure qui permette de redresser la situation, car le plan actuel du gouvernement, c'est vraiment rapide sans sonner, c'est absolument négligeable, et donc nous allons tout droit vers une catastrophe majeure, que nous aurons eu l'amère satisfaction d'avoir annoncé avant tout le monde, mais enfin, ce qu'il faudrait maintenant, c'est essayer d'évaluer ce qui va se passer. Et de ce point de vue, j'ai un sentiment qui n'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais qui est que malgré la mondialisation, malgré l'interaction évidente qu'il y a de toutes les situations économiques entre elles, on peut encore agir sur le niveau national. Par exemple, on peut parfaitement utiliser les marges de déficit que la situation nous permet d'avoir actuellement, puisqu'auparavant nous étions bloqués par les critères de Maastricht. On peut les utiliser pour des baisses d'impôts, des baisses de charges qui permettront aux entreprises de respirer un peu. Ce serait plus sain que de distribuer des subventions à l'industrie automobile, qui en fait n'est pas subventionnée, mais c'est ce qui explique, c'est expliqué Christian Streff, le PDG de PSA Peugeot Citroën, ce matin au micro de Jean-Michel Apathy. Il disait, mais nous avons besoin d'argent parce que les banques ne prêtent pas. Alors c'est tout à fait extraordinaire. On donne de l'argent aux banques, on leur en prête. Pour qu'elles prêtent, elles ne prêtent pas. Donc c'est une situation délirante. Le mieux, ce serait que l'État arrive une bonne fois pour toutes à baisser les impôts et les charges. Au moins, au niveau français, nous arriverions à, je dirais, une petite avancée qui nous permettrait de mieux sortir de la crise. Oui, tout à fait. De toute façon, nous ne ressortirons de cette crise. D'abord, il va falloir que nous descendions et que nous descendions très bas. Ensuite, il faudra éviter, parce que ça créera, l'effondrement de l'État créera une grande misère sociale, donc il faudra éviter la période de chaos, donc il va falloir qu'il y ait des hommes politiques à poil, dignes de ce nom, et qui soient fermes. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas aujourd'hui. Et puis ensuite, nous ne repartirons que si nous relançons la machine à créer des richesses. On ne peut pas les répartir avant de les créer. Pour relancer la machine à créer des richesses, il faudra favoriser l'investissement et favoriser le travail. Il va falloir baisser les charges et les impôts, à la fois sur l'investissement et sur le travail. L'inverse de ce qui est demandé par les gens qui aujourd'hui passent dans les médias. Et c'est tout à fait étonnant parce que vous avez des gens qui fondent leur parti, vous avez M. Mélenchon, il est tout seul, il est sénateur, il monte son parti et il se retrouve dans des grandes émissions de débat le soir à lui tout seul, alors qu'il ne représente rien, il ne s'est jamais présenté. Vous avez Olivier Besancenot qui avait fait un score très faible à la présidentielle et qui a 8000 adhérents. Et qui a 8000 adhérents et qui, de manière systématique, à qui on demande son avis. Et donc il faut voir dans quel état de délabrement intellectuel est la société française et dans les pertes complète de repères, où ce sont des ostrogoths, des gens qui n'ont aucune solution, sinon de nous enfoncer encore plus et qui sont à l'origine de la crise.
à qui on donne le plus souvent la parole, sous prétexte qu'effectivement ils sont contestataires par rapport au pouvoir. Mais c'est hallucinant. Les gens qui seraient à même de dire ce qu'il faut faire ne sont pour l'instant pratiquement jamais interrogés encore par les médias en France et jamais consultés. C'est-à-dire que les médias, c'est ce que j'ai écrit dans un récent article sur le site claudereichmann.com, les médias tendent le micro à ceux qui ne rêvent que d'une chose, emprisonner ceux qui leur ont tendu le micro, parce qu'ils font partie naturellement du système qu'ils veulent abattre. Ça n'est pas très original, c'est une affaire qui se passe à chaque révolution. Et bon, nous allons vraisemblablement, si la situation continue à dégénérer, revoir des incidents semblables. Espérons toutefois que la raison reviendra, mais elle ne reviendra pas à travers ceux qui s'expriment actuellement dans les médias et qui sont incapables, bien entendu, d'avancer la moindre solution. C'est très étonnant. Hier, vous aviez une représentante de la CGT, une représentante de Monsieur Mélenchon, plus d'autres intellectuels qui étaient en plein délire et en face les membres du gouvernement, de l'UMP qui essayaient de contrer leurs arguments de manière à la fois juste mais sans aller jusqu'au bout de leur raisonnement. Ils ne sont pas convaincus eux-mêmes de leurs propres idées. Ce sont des idées qu'au fond, qu'ils sont obligés de porter par convenance électorale, mais qui ne sont pas vraiment les leurs. Profondément, tous ceux qui nous dirigent d'une manière ou d'une autre sont socialistes. Du fond de leur âme, du fond de leur être. Ils sont socialistes et au fond, nous allons vivre la crise du socialisme et l'effondrement du socialisme parce que personne n'en a incarné une autre idée. Complètement. L'effondrement, je dirais même planétaire du socialisme. Oui. C'est ce à quoi nous allons assister dans un énorme fracas dans les années à venir, et c'est l'ensemble des États de la planète qui sont tous socialistes. Il n'y en a pas un seul qui soit équilibré, il n'y en a pas un seul qui ne prélève pas trop par l'impôt, qui n'ait pas trop de dépenses sociales et publiques, et tous sont à la merci aujourd'hui d'un effondrement, et aujourd'hui toutes les situations que personne n'imaginait, et c'est pour ça qu'il y a une accélération de l'histoire que personne n'imaginait il y a seulement un an, eh bien aujourd'hui tout est possible, et les solutions, les situations les plus inimaginables il y a un an se produiront et sont aujourd'hui très envisageables. Eh bien, ce sera notre conclusion. Je vais même pouvoir la traduire dans la langue de M. Obama. Yes, we can. Tout est possible, disiez-vous. Exactement. Eh bien, sur cette petite plaisanterie finale, madame, mademoiselle, monsieur, j'espère que, en dépit de la gravité de la situation, vous nous avez écoutés sans trop de déplaisir. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Gardez courage, surtout, c'est important. À bientôt. Vive la France.